Bienvenue dans la série des experts de la F1. Pas de titre putaclic, pas de drama, ici c'est 100% historique. Prends-toi 10 minutes et on va parler sport auto. Que tu regardes la Formule 1 depuis des années, que tu sois en Formule X ou tout nouveau dans le sport auto, cette série est faite pour toi. Le tout savoir du jour est simple, comment Red Bull, une entreprise qui est quand même censée vendre des canettes, est devenue une référence dans le sport auto. D'ailleurs, tu te souviens de l'époque où le line-up était Ricciardo Kvyat? Oui, c'est pas une blague, donc reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. Spoiler, tu vas être surpris. Qui dit Red Bull en 2023 dit Max Verstappen, qui dit Max Verstappen dit victoire, et qui dit victoire dit domination. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Red Bull a aujourd'hui cette image de l'équipe arrogante, perfectionniste, qui est là pour qu'une chose, c'est gagner, et cette image, ils l'ont méritée. Personnellement, soit on les adore, soit on les déteste. Mais quoi qu'il arrive, il faut admettre que leurs efforts ont porté leurs fruits, et qu'ils sont totalement légitimes d'être là où ils sont aujourd'hui. Certes, leurs méthodes de management et éthique pour arriver à leur fin peuvent être débattables, mais les résultats sont là, et ils sont exceptionnels. J'ai divisé cette analyse en 3 parties. Histoire, bilan, futur. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne le savaient pas, Oracle Red Bull Racing, faut arrêter avec ces noms s'il vous plaît, ou plus communément, Red Bull est une écurie autrichienne qui est dans la F1 depuis 2005. Comme son nom l'indique, Red Bull Racing fait partie de l'organisation Red Bull qui vend des canettes d'énergie. Et l'équipe de Formule 1 est basée à Milton Keynes en Angleterre. Le team principal est Christian Horner qui n'a jamais quitté le navire ou s'est jamais fait têche du navire depuis sa création. Mais faisons 2 pas en arrière et comment une entreprise comme Red Bull a-t-elle pu avoir l'idée d'entrer en Formule 1? La première apparition d'une monoplace livrée Red Bull a eu lieu en 1995 sous forme d'un sponsor de l'équipe Sauber. Mais l'écurie, elle, retrace ses origines, c'est Stewart Grand Prix qui a vu passer des pilotes comme Rubens Barrichello, Johnny Herbert, Jan Magnussen et un autre pilote sans trop d'importance, un certain Jos Verstappen. Après quelques années sans trop de succès, l'équipe sera rachetée par Jaguar et 5 ans plus tard, Red Bull rachètera l'écurie pour 1 euro symbolique et s'installera au siège à Milton Keynes. Mais ça ne répond pas à la question du pourquoi Red Bull est en Formule 1. Ce n'est pas sans vous cacher que Dietrich Mateschitz, directeur de Red Bull Canet à l'époque, était un entrepreneur infatigable et un grand fan de la Formule 1. Il reconnaît donc très vite le potentiel médiatique, mais son ambition personnelle va beaucoup plus loin que ça. Il n'est pas que là pour faire de la pub, mais il est là pour gagner. En devenant en grande partie actionnaire de l'équipe Sauber, il pense avoir son mot à dire, mais Peter Sauber, le chef de l'équipe à l'époque, préfère en faire qu'à sa tête. Le lien est donc rompu et un peu comme Andretti aujourd'hui, Dietrich mettra plusieurs années pour trouver le bon deal. Et 4 ans plus tard, en 2005, son rêve deviendra une réalité. 2005. Pour sa première année, Red Bull reprendra le moteur Cosworth de Jaguar et la première monoplace sera logiquement nommée RB1. Au volant de celle-ci, nous retrouvons David Coulthard et pour la numéro 2, le baquet sera partagé entre 2 pilotes, Liuzzi et Klein, avec des contrats plutôt bizarres qui stipulent que les 2 pilotes changeront toutes les 4 courses, ce qui n'aura pas lieu. Liuzzi fera seulement 4 apparitions au volant de cette RB1. La première saison sera un succès dans laquelle ils feront plus de points que Jaguar n'en a fait les 2 saisons d'avant et ils feront taire beaucoup de critiques qui disaient que Red Bull est là que pour faire de la pub. En fin d'année 2005, un technicien qui deviendra légendaire sera recruté. Je vous laisse deviner qui c'est, le fameux Adrian Newey. En 2006, c'est l'arrivée de la petite sœur qui n'était pas vraiment voulue car Red Bull n'a pas été forcé mais fortement encouragé à racheter Minardi qui sera renommé Toro Rosso. Mais ça, c'est le thème d'une autre vidéo. De retour chez Red Bull, un choix plutôt intéressant est fait. Fini le moteur Cosworth et bienvenue au tout nouveau moteur Ferrari. Mais contrairement à Ferrari, Red Bull roulera avec des pneus Michelin et pas Bridgestone. D'un point de vue pilote, Coulthard reste numéro 1 tandis que Klein ne partagera plus sa voiture avec quelqu'un d'autre, sauf pour les 2 dernières courses où il sera remplacé par Dornbos. 2006, c'est aussi l'année du premier podium de l'écurie signé par Coulthard à Monaco. Coïncidence ou pas, c'est aussi à ce Grand Prix que les 2 équipes qui ont précédé Red Bull ont fait leur premier podium. On arrive maintenant en 2007 et le premier concept sous la direction d'Adrian Newey est né. Il s'appellera AN3, non pas du tout, en vrai il s'appellera comme tous les autres RB3 et le line-up sera renforcé par Webber qui prendra la place de Klein aux côtés de Coulthard. Webber fera un podium au Grand Prix d'Europe et c'est le début de la progression avec une 5e position au championnat constructeur derrière Williams. Et juste pour rappel, 2007 c'est aussi la fameuse année où Raikkonen sera couronné champion juste devant Hamilton et Alonso à 1 point près. Il aura 110 points contre 109 et 109. 2008. Cette année est un peu l'année de stagnation, voire même le début d'une pente. Red Bull commencera bien la saison, mais ils auront du mal à suivre la course au développement et contre toute attente en 2008, un jeune Allemand pas très connu gagne le Grand Prix d'Italie, ce qui fera de lui le premier à gagner une course avec une Red Bull dans l'histoire de la Formule 1. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il a gagné une course dans une Toro Rosso, qui est l'équipe B de Red Bull, donc que ce soit pour les pilotes de l'équipe A ou l'équipe, c'est un peu la clim et il faudra faire de la place pour ce pilote allemand. Logiquement, Vettel sera signé pour l'année 2009, il en profitera pour faire la première pole position de Red Bull en Chine, il gagnera même le
même week-end et Webber sera deuxième, donc le premier doublé de Red Bull. Le concept d'Adrian marche et il manquera seulement 11 petits points à Vettel qui deviendra vice-champion de l'année 2009. Webber sera quatrième, ce qui positionnera Red Bull à la deuxième position constructeur pour la première fois. Le démon est lancé et la nouvelle ère est maîtrisée. Red Bull deviendra inarrêtable pour ces 4 prochaines années, couronnant Sebastian Vettel à chaque fois. Le numéro 2 de la Red Bull sera Webber qui ne finira même pas deuxième au classement sur pas mal d'années. Donc ce n'est pas du tout comparable par exemple à la bataille Hamilton-Rosberg. D'un côté c'est le début de la domination, mais de l'autre côté honnêtement c'est un peu une idée reçue. Vettel nous fait 4 titres consécutifs, mais pendant 2 années c'était très chaud. En 2010 Alonso est 4 points derrière lui et en 2012 Alonso est 3 points derrière lui. Donc c'était pas du tout l'aise que Hamilton avait par exemple. Et d'un côté c'était le début de la domination, mais de l'autre c'est aussi un peu le début des emmerdes avec Renault. Car Renault à l'époque est le motoriste de Red Bull et la mauvaise com de Red Bull fragilise les liens entre l'écurie et le motoriste, car quand Red Bull gagne c'est grâce à Red Bull et quand ils perdent c'est à cause de Renault. Une relation qui logiquement ne va pas à Renault et qui les emmènera aussi partiellement à se réengager en Formule 1 en 2016. On est en 2014 et bienvenue dans l'ère hybride, une transition totalement ratée par Red Bull et surtout par Vettel qui se fera satelliser par un jeune Australien sauvage. Non mais en vrai, je ne pense même pas que Red Bull a vraiment raté la transition, mais je pense plus que c'est Mercedes qui a fait un taf de malade. Parce que si on veut parler de domination, ils domineront pendant 7 ans le championnat constructeur sans même faire trop d'efforts. Mais bon, de retour chez Red Bull, les résultats ne sont plus au rendez-vous et un quadruple champion se fait battre par un rookie. Et là, ça devient très compliqué. Il y a maintenant la question, le dilemme. Vettel reste-t-il chez Red Bull pour quand même prouver au monde qu'il est le meilleur, ou est-ce qu'il part? Après le départ inattendu de Vettel, c'est sûrement l'année la plus compliquée pour l'écurie depuis sa création. Red Bull passe de champion à vice-champion à 4e. Les pilotes ne sont pas non plus excellents. Il y a encore Ricciardo et Kvyat qui, lui, à son tour, sur sa première année, bat son coéquipier. Néanmoins, ce sera la première année de Red Bull sans victoire depuis 2008 et c'est aussi la fin de la collaboration avec Renault. Enfin, sur papier, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moteurs et du coup, ils ont juste un moteur renommé Tag Heuer. En 2016, c'est l'année de l'arrivée d'un nouveau roi. Après avoir passé un an en 2015 en Formule 1, à l'âge de 17 ans, Verstappen a maintenant 18 ans et il montre beaucoup de vitesse et de potentiel. On se souvient aussi du petit lien que papa Verstappen a avec cette équipe dans laquelle il a roulé, mais ça je ne le savais même pas. Et Red Bull, voyant le Messi en Verstappen, n'a qu'une envie, c'est de le faire rentrer dans l'équipe principale. Mais il y a déjà 2 pilotes et les 2 pilotes sont bons. Et sur papier, Kvyat bat Ricciardo, mais pendant le GP de Chine, tout change. Kvyat rentre en contact avec Sebastian Vettel, l'ancien roi de Red Bull, et il va directement se plaindre à papa Horner. En plus de ça, il refera une erreur similaire en Russie, et ça, c'est l'erreur de trop. Après un autre GP décevant, il se fera appeler pendant la nuit par le chef, et on lui apprendra gentiment qu'il faudra faire la place pour Verstappen et qu'il roulera avec Toro Rosso et plus Red Bull. Alors que j'aimerais le redire, il était meilleur que Ricciardo à ce moment-là. Mais bon, ça ne change rien, il se fait remplacer, et surtout, Verstappen gagne directement sa première course en Espagne, à seulement 18 ans, donc tous ceux qui doutaient du changement ont dû se taire et en vrai personne n'était vraiment derrière Kvyat. Les années 2017 et 2018 sont les 2 dernières années avec le moteur Renault. Daniel et Max rencontreront pas mal de problèmes techniques, surtout dus au moteur, mais réussiront quand même à finir 3e au championnat juste derrière Ferrari. Car du côté de Maranello, ce sont les 2 années où Vettel perdra le championnat à si peu de points et si peu d'efforts. Qui dit 2017 dit aussi la nouvelle ère, et avec le moteur Renault, aucune chance de gagner. Il faudra donc attendre 2019 pour espérer se battre au championnat. Le contrat est déjà signé et ce sera Honda qui motorisera Red Bull jusqu'en 2021. Enfin, pour l'instant. Mais du coup, niveau performance, ça donne une équipe pendant ces 2 années qui est derrière Mercedes et Ferrari et loin devant tout le reste. Donc la seule bataille qui a lieu, c'est la bataille des pilotes. Extérieurement, tout va pour le mieux, mais en interne, Ricciardo est en train de craquer. Car même s'il est encore numéro 1, l'équipe commence lentement à se construire autour de Max. C'est donc décidé, Ricciardo roulera pour Renault pour l'année prochaine. Et une place se libère chez Red Bull. Red Bull ne s'y attendait pas et c'est le début du fiasco des pilotes. Pour donner suite au départ de Ricciardo, le jeune Gasly sera choisi pour remplacer l'Australien. Max Verstappen, lui, deviendra premier de l'équipe à seulement 21 ans et Gasly aura un seul rôle, se rapprocher le plus possible des performances du Néerlandais, car tout le monde le sait, ça va être très compliqué. Mais il aura beaucoup de mal à s'en rapprocher et il fera des performances plus comparables aux performances des Toro Rosso, alors qu'il roule quand même dans la Red Bull. Verstappen en 2019, c'est quand même 5 podiums et 5 quatrièmes places contre une petite 4e place et 0 podium pour Gasly. La pression monte naturellement et vous connaissez tous le management Helmut Marko et du coup Albon sera choisi pour remplacer Gasly alors que Kvyat est meilleur que lui. Et en plus de ça, Kvyat nous offre un magnifique podium en Allemagne, mais ça ne suffit pas. On pense au futur et Albon est censé être le futur de Red Bull. Ce qui est quand même drôle, c'est que si on regarde les
statistiques, et personnellement, si vous regardez l'année de Gasly en 2019, qu'il ait changé d'équipe ou pas, il fait les mêmes performances. Bizarre. En plus, il nous fait un petit podium en fin d'année à Sao Paulo, au Brésil. On est maintenant en 2020, et alors qu'en 2020, Verstappen se bat quasiment chaque course pour le podium ou la victoire, Albon rencontrera les mêmes problèmes que Gasly. Mais en ce qui concerne la RB16, le nouveau partenariat avec Honda est un succès. Max Verstappen en chiffres, ce seront quand même 11 podiums sur 17 courses. C'est donc le début du grand retour de Red Bull, mais de nulle part, Honda annonce qu'ils vont quitter la Formule 1 l'année prochaine, en 2021. L'année 2021 est une année parfaite pour Red Bull avec Verstappen au moins. Perez est signé après avoir fait une fin de saison exceptionnelle chez Racing Point et il remplacera Albon qui était loin de faire les performances nécessaires. Car pour l'équipe, si une chose est sûre, pour se battre au championnat, il faut deux bons pilotes. Ils finiront malheureusement deuxième au championnat constructeur à seulement 8 points derrière Mercedes, ce qui reste un exploit et un record dans cette ère hybride. Comme je viens de le dire, Max fait la saison parfaite et il finira soit premier ou deuxième sur quasiment l'entièreté de la saison. À 3 exceptions, Azerbaïdjan, la Grande-Bretagne et l'Italie. La course au développement est néanmoins perdue par Red Bull qui devra se défendre comme jamais vu en Formule 1 sur toute la fin de saison. La dernière course donnera le titre à Max Verstappen sous des conditions très controversées. Mais ça ne change rien, Max Verstappen est champion du monde pour la première fois. Du côté d'Honda, c'est la grande PLS, ils feront tout pour rester motoristes Red Bull, car après tant d'années d'investissement, pourquoi partir quand on commence à gagner? Red Bull dominera et satellisera l'année 2023 en gagnant 21 des 22 courses, Forza Ferrari, et pendant l'année 2023, Ford sera choisi pour remplacer Honda et le line-up est quasi inchangé depuis maintenant 3 ans. Mais chaque année, la même question se pose, Perez sera-t-il prolongé? Red Bull est une équipe qui n'a pas beaucoup d'histoire et qui a quand même réussi à faire ses preuves dans le sport auto. Ils auront dominé sur 2 aires différentes en moins de 10 ans, ce qui prouve qu'ils en ont sous le châssis. Le trio Horner, Marko et Newey est un trio gagnant et leur ambition mais surtout leur mentalité de la victoire ou rien est ce qui les départage des autres. Leur management pilote est questionnable, mais finalement il reste efficace car il ne faut pas oublier que sur le plateau de Formule 1, on a quand même énormément de pilotes qui sont passés par Red Bull, d'où la qualité des pilotes qu'ils font à travers leur équipe B. Maintenant pour ceux qui adorent les stats, on va faire un petit résumé. Red Bull en 20 ans, c'est quand même 6 championnats mondiaux, 115 wins et 268 podiums pour 98 pôles. On a fait plus de 7345 points, c'est tout simplement énorme, et 180 premières lignes de bloqués. On a 96 tours les plus rapides, un tas de stats sur les pilotes les plus jeunes, parce qu'ils prennent toujours les pilotes les plus jeunes, et la stat incroyable qui a failli se réaliser l'année dernière, de gagner toutes les courses pendant une saison qui a été gentiment ratée à cause de Carlos Sainz. Merci Ferrari. Maintenant, on ne peut pas non plus parler de Red Bull sans parler du récent scandale Horner. Je ne veux pas entrer dans le scandale ou faire des déclarations avec un manque d'informations dû au manque de transparence, mais j'aimerais juste dire qu'il faut comprendre Red Bull qui n'a pas forcément envie de faire partir le chef qui a fait que Red Bull est là où ils sont aujourd'hui. Horner est là depuis le début et le perdre reviendrait à perdre quelqu'un comme Adrian Newey. Donc on ne peut pas leur en vouloir de ne pas se battre ou défendre leur team principal avant qu'on ait un vrai verdict. Côté Ford, le nouveau partenaire de l'écurie à partir de 2026, il est totalement logique de vouloir plus de transparence concernant l'affaire Horner. Ford entre en Formule 1 pour mettre en avant son image et pour l'instant ils se font traîner dans la boue sans même comprendre pourquoi et même avant d'être entrés en Formule 1. Donc logique de remettre en question le partenariat. Car en tant que partenaire, ils ont normalement tous les droits de savoir ce qui se passe, donc le silence est pesant. Et en plus de ça, Ford ne peut que perdre en s'associant à une équipe qui est en train d'imploser. À part ça, honnêtement, le partenariat avec Ford n'a pas forcément de logique car Red Bull a le savoir-faire pour faire ses propres moteurs. Cela fait maintenant quelques années qu'ils sont en train d'assimiler de l'expérience grâce à Honda. Et surtout quand on sait qu'au final, Ford n'est qu'un remplaçant. Car à la base, c'était censé être Porsche. Sinon, Red Bull est très bien placé pour devenir champion du monde jusqu'en 2026. Car honnêtement, tout ce qui va se passer après, on n'en a aucune idée. C'est tout le temps un chamboulement, les changements de réglementation. Et statistiquement, aucune équipe gagnante n'a survécu à un changement de réglementation depuis plus de 20 ans. Donc un conseil au staff de Red Bull, de bien profiter et de faire beaucoup de photos de ces 2 prochaines années. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a le plus choqué sur le tout savoir de Red Bull? Si tu es resté jusqu'à la fin, 1000 fois merci, t'es vraiment un GOAT. Like et abonne-toi pour suivre le sport auto à travers ma vision plutôt critique. J'espère que tu en auras moins marre d'être un noob. Allez, à très vite.